Voilà, il y en a au moins qui a lu le rapport, c'est-à-dire moi, déjà. Hein. Chers collègues, notre ordre du jour appelle l'examen d'un rapport d'information présenté par M. Christophe Plassard en sa qualité de rapporteur spécial de la mission défense pour les programmes consacrés à la préparation de l'avenir et portant sur la guerre économique, ce qui est évidemment totalement d'actualité après les annonces du chef de l'État. M. Christophe Plassard, nous vous écoutons. Monsieur le Président, pardon. Le micro, c'est mieux. Monsieur le Président, mes chers collègues, je vous remercie de me donner la parole pour vous présenter mes travaux sur la guerre économique. Je souhaite vous faire l'état de nos constats, partager les vulnérabilités de notre base industrielle et technologique de défense, la BITD, ainsi que formuler des recommandations essentielles pour y répondre dans l'intérêt de la nation. La France fait aujourd'hui face à une intensification sans précédent de la guerre économique. Celle-ci ne se limite plus à la simple concurrence commerciale, mais prend la forme d'une véritable confrontation où tous les moyens physiques, numériques, juridiques, capitalistiques, informationnels sont employés pour affaiblir ou déstabiliser nos entreprises stratégiques. C'est le constat unanime issu des auditions menées auprès des acteurs de la défense, des services de renseignement, des industriels et du monde académique. Il était devenu urgent d'actualiser notre diagnostic et d'évaluer les moyens de protéger durablement nos actifs essentiels. Notre rapport révèle d'abord un niveau de menace élevé et croissant contre la BITD. On relève entre 500 et 550 atteintes avérées par an, avec plus de 750 alertes de sécurité économique recensées pour l'année 2024, contre à peine la moitié 4 ans plus tôt. 80% des attaques visent nos PME. Ces entreprises sont le maillon faible de la chaîne de valeur, moins dotées pour se défendre que les grands groupes et essentielles à notre autonomie stratégique. Les menaces sont désormais protéiformes. Atteintes humaines, espionnage, recrutement, ciblé de compétences, indiscrétion interne qui représente plus d'un tiers des actions hostiles. Atteintes physiques, intrusions, sabotage, survol de sites sensibles par des drones ont quasiment doublé en un an. Cyberattaques qui explosent. En 2024, l'ANSSI a traité plus de 4000 incidents de sécurité sur des entités stratégiques, en hausse de 15%. Menaces capitalistiques où certaines entreprises, fragilisées financièrement, deviennent la cible de prises de contrôle hostiles ou d'investissements indirects étrangers. Instrumentalisation du droit, lawfare, et campagnes d'influence menées souvent à distance pour détruire des réputations ou bloquer des contrats stratégiques à l'export. Face à cela, il n'y a pas d'ennemi unique. La Russie, la Chine, mais aussi des alliés stratégiques comme les États-Unis sont engagés dans cette compétition, chacun mobilisant ses moyens d'influence, de finances, d'espionnage et de normes pour protéger et favoriser ses propres industries de défense. Il ne s'agit pas de condamner ces pratiques, mais d'appeler à la fin de la naïveté pour nous aussi défendre nos intérêts. Nos travaux mettent en lumière de réels progrès dans l'organisation de l'intelligence économique nationale. Premièrement, un renforcement des moyens humains budgétaires de la Direction générale de l'armement, la DGA, à travers elle de la Direction de l'industrie de défense, la DID, du service de l'information stratégique et de la sécurité économique, le SICE, et des services de renseignement, DRSD, DGSE, dont les effectifs et les budgets sont en hausse constante depuis 2018. La DGA s'est organisée pour accompagner, soutenir les entreprises, notamment celles en difficulté, avec des rencontres de terrain régulières, près de 900 visites par an. Enfin, une modernisation des dispositifs juridiques. Le contrôle des investissements étrangers en France, IEF, a été densifié et élargi à de nouveaux secteurs stratégiques. 200 lettres d'engagement sont activement suivies pour éviter dépeçage, transfert sensible ou délocalisation de recherche et développement. La loi de blocage de 1968 a été réactivée et concrétisée et est devenue une protection crédible pour les entreprises exposées à des injonctions étrangères abusives. Cependant, comme rapporteur spécial, je dois insister sur la réalité. Malgré les progrès, nos dispositifs restent trop permissifs, nos moyens parfois éclatés et notre posture trop défensive face à des adversaires dotés de stratégies offensives assumées. Le rapport formule plusieurs axes d'action qui doivent, selon moi, devenir des priorités partagées par la représentation nationale. Premièrement, consolider et renforcer les moyens dédiés à la sécurité économique. Deuxièmement, renforcer les points faibles de nos chaînes d'approvisionnement. Troisièmement, durcir la réponse face aux menaces capitalistiques et juridiques. Et enfin, mieux mobiliser l'épargne nationale pour investir dans notre industrie de défense. Sur le point 1, consolider et renforcer les moyens, il s'agit d'augmenter les moyens humains et budgétaires de la DGA, de la DRSD et du SICE pour couvrir tout le territoire, accélérer les enquêtes de sécurité, anticiper les menaces émergentes, notamment informationnelles ou cognitives.
Il faut également assurer une meilleure coordination, éviter la dispersion des responsabilités administratives, garantir la stabilité et la transversalité du CICE et renforcer le dialogue avec le secteur privé. Deuxièmement, renforcer les points faibles. Ce sont nos PME, leur souveraineté numérique et les ressources humaines. Il faut généraliser la sensibilisation et l'accompagnement des PME de la BITD, renforcer les exigences de protection du potentiel scientifique et technique et imposer progressivement le stockage souverain des données critiques sur des serveurs situés en France ou en Europe. Il faut également mettre en place un cadre facilitant la constitution d'un vivier de personnel habilité pour répondre aux besoins massifs de recrutement en cas de crise. Troisième point, durcir la réponse face aux menaces capitalistiques et juridiques. Pour cela, il faut mieux anticiper la sortie des fonds d'investissement étrangers, organiser la gouvernance pour renforcer le suivi des engagements dans les entreprises stratégiques. Il faut également alourdir de manière significative les sanctions en cas de méconnaissance de la loi de blocage. Il faut rendre plus contraignantes les licences d'exportation délivrées par l'État pour qu'aucun établissement bancaire n'ait la possibilité d'aller à l'encontre d'une décision souveraine, sauf motif financier objectif et documenté. Et quatrième point, mieux mobiliser l'épargne nationale, créer des canaux de financement publics et privés, mettre en place des fonds d'investissement publics ouverts aux particuliers, flécher l'épargne réglementée, celle du livret A ou du livret développement durable, vers les PME de défense ou la création d'un crédit d'impôt pour orienter l'investissement vers l'économie française et européenne. Enfin, affecter une part des dividendes perçus par l'État à la protection des entreprises stratégiques en renforçant ainsi la capacité d'intervention de l'APE, l'Agence pour les participations de l'État, en cycle difficile. Notre cadre juridique national est solide, mais la France seule ne peut répondre à toutes les menaces. Il faut impulser une réponse européenne ambitieuse. Adopter un règlement de blocage sur le modèle de notre loi de 1968, créer un label du type ITAR américain pour protéger les technologies et marchés sensibles et nous doter d'armes normatives comparables à celles de nos principaux compétiteurs. Pousser à une harmonisation réelle des mécanismes de filtrage des investissements étrangers pour empêcher la prédation de nos innovations par des acteurs non européens. La France est en pointe en Europe sur l'ensemble des outils juridiques de protection économique. Nous devons donc porter ces sujets au niveau européen. 4 recommandations parmi les 16 du rapport sont à prioriser selon moi. Généraliser la pratique du conseil d'administration alternatif, appelé proxy board aux États-Unis, pour renforcer le suivi des engagements imposés aux investisseurs étrangers. Deuxièmement, affecter le produit des dividendes perçus par l'État au compte d'affectation spéciale des participations financières de l'État, afin que les résultats des entreprises détenues par l'État puissent alimenter ce fonds. Permettre de conférer aux licences d'exportation délivrées par l'État et donnant la possibilité d'exporter et donc de valider des exportations d'armes un caractère contraignant pour les établissements bancaires. Enfin, créer un livret défense souveraineté ou flécher une partie des encours du livret réglementé vers les PME de la défense. Chers collègues, la France a les atouts pour défendre sa souveraineté économique. Ce rapport n'est ni un constat de défaite, ni un plaidoyer pour le repli. Elle est l'appel à une mobilisation collective, lucide et déterminée. La guerre économique n'est pas un concept abstrait, c'est la guerre du réel, celle qui se joue chaque jour, sur nos territoires, dans nos entreprises, dans nos laboratoires, dans nos infrastructures numériques. Nos adversaires ont compris que la dépendance technologique et financière est la clé de la domination moderne. La meilleure réponse est de bâtir une protection à la hauteur de nos ambitions, non de céder à la naïveté, ni de sombrer dans la frilosité, mais d'assumer une posture offensive, pragmatique, ouverte à l'innovation et à la coopération européenne. Je vous remercie. Merci Christophe Plassard de cet intéressant rapport sur lequel j'ai plusieurs questions. Et vu le nombre que nous sommes, je vais toutes les poser et remarques à vous faire. Alors ma première question, c'est sur les États-Unis. Dans votre rapport, vous écrivez, je cite, que les menaces viennent de tous nos compétiteurs stratégiques. Les ingérences étrangères les plus graves proviennent naturellement de la Russie et de la Chine, ainsi que d'autres pays dont l'industrie de défense est concurrente de la nôtre. Mais certaines proviennent aussi de pays qui sont nos alliés sur le plan géostratégique, je vous cite, en tête desquels les États-Unis. Alors je ne dis pas du tout que la Russie et la Chine sont, comme vous les appelez, des compétiteurs stratégiques. J'ai même cru comprendre que le chef de l'État fait de la Russie un adversaire. Mais je m'interroge à propos des États-Unis qui seraient, selon vous, un allié, c'est votre mot. À un moment où les États-Unis poussent à son paroxysme le fait qu'ils n'ont des intérêts aucun allié, à un moment où ils menacent des millions de personnes vulnérables dans le monde en se repliant sur eux-mêmes, où ils engagent une guerre commerciale
avec à peu près tous les blocs politico-économiques au monde, y compris l'Europe, qu'il coupe l'aide publique au développement à un moment où il s'isole et enfreigne le droit international, notamment en bombardant l'Iran. Je suis très dubitatif sur le fait qu'on puisse considérer que les États-Unis restent un allié sur le plan géostratégique. J'aimerais que vous puissiez réagir sur cette question. J'en ai une deuxième à vous poser, toujours sur la question un peu des menaces, des dangers, ou en tout cas des interrogations. Il n'y a pas très longtemps, le chancelier allemand a expliqué qu'il souhaitait que l'armée allemande devienne l'armée conventionnelle la plus importante en Europe. Le président du Sénat, CDU, a expliqué que s'il y avait une dissuasion européenne, il serait naturel que ce soit l'Allemagne qui en dispose. Je vous avoue que ce sont des sujets qui m'inquiètent, surtout à partir du moment où on sait que l'Allemagne va faire un effort considérable pour arriver à 3,5% de son budget en termes de défense d'ici 2029-2030. Donc j'aimerais que vous me disiez si pour vous c'est quelque chose d'anodin, de normal, j'allais dire, qui peut être intégré dans l'idée d'une défense européenne, quoi qu'on pense là-dessus, ou si on doit prendre en compte le fait que notre voisin, avec qui il y a eu quand même plus que des blessures depuis 150 ans, envisage de se réarmer à ce point-là, et pour quel objectif? Je voudrais vous poser une question à propos des forges de Tarbes. C'est sur le conventionnel et plus particulièrement sur l'usine des forges de Tarbes qui produit des corps creux d'obus de 155 mm nécessaires au canon César, merci. Je le prononce toujours très mal, j'en suis désolé. Mais je comptais sur vous pour rectifier. Je vais juste rappeler rapidement la situation, pas à vous parce que vous la connaissez, mais à ceux qui nous écoutent. Le 17 mai 2024, le groupe Europlasma, qui possède les forges de Tarbes, a conclu un accord avec la société Bizel Europe, filiale du groupe Bizel Corporation, qui opère principalement au profit du gouvernement américain. Cette proximité avec un groupe états-unien de nature a suscité une inquiétude légitime quant à d'éventuels projets d'entrée au capital des forges de Tarbes par le groupe Bizel, notamment vu la fragile situation des forges. La matérialisation de ce scénario conduirait à une influence, voire un contrôle états-unien sur le corps creux d'obus français de 155 mm et donc incidemment sur les canons César, qui jouent un rôle majeur dans l'autonomie stratégie française. Dans votre rapport, vous ne mentionnez pas le cas des forges de Tarbes. Alors, je dois dire qu'en plus, on a eu une audition au ministère de l'Industrie, sans la présence de M. Ferracci, mais avec notamment les syndicats des forges de Tarbes, qui indiquaient leur inquiétude parce qu'on était très loin en termes d'investissement de ce qui avait été prévu par Europlasma. Donc, dans votre rapport, vous concluez, je vous cite, que le cadre juridique national est complet et efficace et qu'il appelle peu d'évolutions législatives ou réglementaires, mais des moyens budgétaires et humains supplémentaires. Ma question est donc la suivante. Ne pensez-vous pas qu'il y aurait des améliorations apportées au cadre juridique afin de prévenir plus efficacement ce genre de rapprochements qui peuvent à terme porter atteinte à nos souverainetés? Et sur les forges de Tarbes, moi j'avais notamment pensé qu'il serait peut-être bon qu'il y ait un contrôleur, je ne sais pas si c'est le terme exact, mais de l'État qui aille faire une mission sur place d'observation des investissements qui avaient été promis. Donc qu'est-ce que vous en pensez? Ma troisième question porte sur la dissuasion nucléaire et l'entreprise Vancorex. Dans votre rapport, vous écrivez, je vous cite, que s'agissant de Vancorex, sous la menace d'un rachat par le groupe chinois Wanhua, il faut souligner que ce rachat ne concerne pas l'activité de production de sels purifiés qui sont utilisés dans certains matériels stratégiques, qu'il n'a dû aucun transfert technologique. La France dispose de stocks suffisants et de sources d'approvisionnement alternatives. Alors, je note que dans les sources d'approvisionnement alternatives, le ministre interrogé en question au gouvernement a parlé notamment des sources d'approvisionnement allemands, ce qui ne me semble pas forcément quelque chose d'alternatif en termes de souveraineté française. Mais je mets ça de côté. Toutefois, pendant son audition dans l'Assemblée nationale, le 25 avril de cette année, Jean-Luc Béal, le PDG de Vancorex France, déclarait que, je cite, « le groupe chinois reprend l'ensemble des actifs incorporels, c'est-à-dire le savoir-faire, mais pas les actifs de production de sel. Or, dans les actifs incorporels, il y a les brevets. » Ma question est donc la suivante. Savez-vous si l'acheteur chinois peut obtenir les brevets relatifs aux sels de dissuasion nucléaire, même s'il ne prend pas le contrôle de la mine de Haute-Rive en tant que telle? Ne faudrait-il pas adapter le cadre juridique s'il y a une vulnérabilité? J'allais poser une question subsidiaire, sachant que Vancorex, le groupe chinois, a récupéré un atelier sur 4 seulement de Vancorex. Les salariés sont très inquiets sur la pérennité du site et n'eût-il pas été préférable de privilégier, si ce n'est une nationalisation, mais au moins le projet de coopérative qu'avaient proposé les salariés,
qui me semblait plus sécurisant d'un point de vue souveraineté. Ma quatrième question est plus générale, c'est plus une remarque. Vous écrivez, je vous cite, « La guerre économique implique également la mise en œuvre de manœuvres plus offensives. On ne peut pas se contenter de subir en permanence. Il faut dans certains cas être proactif en la matière. Force est de constater que nos compétiteurs stratégiques, ennemis ou alliés, hésitent moins que nous. C'est donc une évolution des mentalités qui doit s'opérer. » Et plus loin, vous écrivez que, je cite, « Nous faisons encore preuve d'une retenue que ne connaissent pas tous nos compétiteurs. » Alors, je suis manifestement pas sûr de vous suivre. Et vous en doutez, on a une divergence d'analyse. Parce que j'entends ici, d'une certaine manière, l'écho d'un discours qui a été celui d'ailleurs du chef de l'État, qui a parlé, sans qu'on sache très bien si ça impliquait potentiellement l'intervention de la France en termes directs dans les années à venir du risque d'un conflit de haute intensité en Europe. Et donc l'idée qu'il faudrait se préparer à une guerre qui vient. Sauf que quand on se prépare à une guerre, on produit de plus en plus d'armes. Et que dans la logique de l'économie capitaliste, si on produit des armes, comme n'importe quelle production d'ailleurs, il faut les utiliser, ce qui évidemment met encore plus en danger la question de la paix dans le monde. Donc on ne sait pas bien si les armes, les technologies qu'on produit aujourd'hui vont être utilisées pour assurer notre défense nationale, la défense de nos territoires, ce en quoi, là, pour le coup, je serais évidemment très favorable, ou bien, finalement, participer à la provocation, l'aggravation des conflits. J'aimerais que vous ayez une réaction sur cette remarque, même si vous exprimez un désaccord, mais je pense que c'est un débat important sur, en gros, est-ce qu'on fait une économie de paix ou une économie de guerre. Voilà pour la part de mes questions. Vous voyez, elles sont multiples. Merci. Je ne sais pas si mes réponses seront complètes, mais j'essaierai au moins de balayer les sujets que vous avez évoqués, à commencer par les États-Unis. Est-ce que les États-Unis sont un allié ? Je pense que oui, parce qu'on n'est absolument pas dans une situation où on peut imaginer demain les États-Unis nous déclarer la guerre, par exemple. Donc on peut, ce que je dis dans le rapport et ce qu'un certain nombre de travaux montrent, voir une orientation, je dirais, stratégique différente des États-Unis, avec la volonté de faire converger leurs efforts vers éventuellement d'autres parties du globe, et donc de la nécessité pour nous, Français, et plus globalement pour nous, Européens, de prendre ou de reprendre en main les sujets de défense. Et donc, oui, pour moi, les États-Unis sont un allié par rapport à ce risque de guerre notamment. Et pour ce qui est de la Russie, c'est autant la France qui désigne la Russie comme étant un ennemi que surtout la Russie qui a désigné la France comme étant son ennemi principal en Europe. Donc voilà pour les États-Unis, ce qui n'empêche pas d'en faire des compétiteurs, je dirais, industriels. Et c'est pour ça que je dis qu'il ne faut pas faire preuve de naïveté. Il y a un moment donné, on le voit très bien aujourd'hui, les forces européennes sont très très fortement et très majoritairement équipées de matériel américain, et que les dépendances qui créent des fragilités dans notre souveraineté sont à observer. Et c'est pour ça que je mettais les États-Unis sur la liste des pays avec lesquels nous sommes en compétition. Concernant l'Allemagne, je reprends vos propos. Est-ce que c'est anodin ? Est-ce que c'est normal ? Est-ce que c'est intégré dans une défense européenne ? Est-ce que c'est anodin ? Je pense que ça ne l'est pas, y compris pour le peuple allemand, qui est fortement marqué par son histoire, et je l'entends. Est-ce que c'est normal ? Je pense que si on a aujourd'hui une défense qui doit être européenne, le couple franco-allemand, tout ce que l'on connaît justement, de ce qui a permis d'installer durablement la paix sur notre continent, est quand même lié en grande partie à la réconciliation franco-allemande et aux relations entre nos deux pays. Donc il est normal que dans un effort qui se veut européen, l'Allemagne y prenne sa part à la hauteur du poids que pèse le pays dans l'ensemble européen. Et vous évoquiez, est-ce que intégrer dans une défense européenne? Alors après, on peut définir ce que c'est qu'une défense européenne, ou en tout cas des efforts européens de défense, je préfère le dire comme ça. Je pense que l'Allemagne a toute sa part à y prendre, et c'est bien normal, et nos industries sont très liées. Et on a d'ailleurs un certain nombre d'exemples, pour prendre Airbus au premier chef, qui de façon duale, aussi bien sur le civil que sur le militaire, est un bon exemple de la collaboration fructueuse qu'il peut y avoir entre nos deux pays. Sur les forges de Tarbes, j'avoue ne pas connaître dans le détail le dossier, parce que je n'ai pas auditionné
cette entreprise, mais dans les services, et quand j'évoquais le fait que nous étions plutôt bien dotés, à la fois en termes de services et en termes d'outils juridiques, sur ce type de prise de capital, à la fois le contrôle des investissements étrangers en France, l'IEF, à la fois la capacité que la DGA peut avoir à bloquer une transaction, fait que je fais confiance dans les experts que sont les nôtres, aussi bien à la direction de l'industrie et de la défense, partie de la DGA, que des services de Bercy, que du CICE que j'évoquais également dans mon rapport, que j'évoque dans mon rapport, pour agir et mettre en place éventuellement soit le cadre juridique, soit l'action prioritaire. Là où il pouvait y avoir, vous me demandez s'il pouvait y avoir des évolutions juridiques, je parlais dans un mauvais français des proxy boards américains. C'est la possibilité, enfin l'imposition que font les États-Unis à des investisseurs étrangers qui investissent sur leur territoire, et il y en a, de la même façon qu'on a des investisseurs étrangers, et tant mieux en France, d'avoir un conseil d'administration parallèle avec un certain nombre de pouvoirs uniquement composé de ressortissants du pays, donc en l'occurrence français, américains pour les proxy boards, de façon à avoir une gouvernance et un regard sur la gouvernance sur des éléments qui sont à définir, mais qui peuvent être du type délocalisation d'une unité de production, recrutement du patron d'une business unit, de façon à avoir un contrôle, je dirais, national, et pas uniquement par l'outil qui existe aujourd'hui, qu'on appelle la golden share ou l'action prioritaire. Donc oui, il peut y avoir des évolutions juridiques de façon à sécuriser la gouvernance des entreprises dont le capital peut être parfois étranger. Sur Vancorex, j'aurais tendance à vous répondre la même chose, à savoir que là aussi, confiance faite à la DGA pour faire le travail de contrôle, de validation ou de blocage si c'est nécessaire. Et puis, dans ce qu'a dit Vancorex, à savoir que les brevets et que les parties critiques et stratégiques étaient mis dans une entité à part, si le Vancorex qui a été vendu devait demander à cette entité des informations sur, je dirais, ces processus de production pour demander d'avoir des explications sur les produits qui sont fournis en utilisant notamment leur réglementation, etc. Là, la loi de blocage intervient, puisque cette loi de 1968 donne un cadre, et aujourd'hui, il est sécurisé, il a été amélioré par la loi en 2020, de ne pas transmettre et de donner la possibilité, juridiquement, je dirais, verrouillée, de ne pas donner, de ne pas diffuser des informations qui sont stratégiques. Donc, à la fois par la loi et par le contrôle de la DGA, je pense que sur Vancorex, on a sécurisé. Ensuite, vous évoquiez, oui, le réarmement. Et les objectifs. Depuis que je travaille sur les sujets de défense, depuis maintenant 3 ans, on a envoyé nos questions au ministère des Armées le 10 juillet pour notre 4e rapport budgétaire, plus le rapport sur la LPM, plus ma précédente mission sur la guerre économique. J'apprends de ce qu'est le fonctionnement, je dirais, de notre stratégie, et heureusement ou malheureusement, mais c'est un état de fait, il s'agit d'un rapport de force et d'une forme de brouillage stratégique. Et donc, aujourd'hui, les armes qui sont produites on parle de la défense et on ne parle pas de l'attaque, sont clairement produites. On a eu le cas en Arménie lorsqu'on a accompagné l'Arménie avec des équipements radars ou des équipements de défense sol-air. On est dans une logique de défense et aujourd'hui, la France n'a pas pour vocation de déclarer la guerre à quelques pays, mais à se défendre, à défendre sa souveraineté, à défendre la souveraineté européenne, à j'irais prendre toute la part qui est la sienne dans les engagements qui sont les siens auprès de l'OTAN, et que pour cela, compte tenu de la situation internationale que l'on connaît tous, le rapport de force appelle à être plus fort que l'on a pu l'être, et on a tous ces mots à la bouche, les dividendes de la paix qui pendant des dizaines d'années nous ont amenés à faire maigrir nos dépenses militaires de façon tellement importante qu'elles sont devenues une fragilité. Et aujourd'hui, on est encore assez loin même des pourcentages de PIB, des pourcentages de la richesse nationale consacrée à la défense par rapport à ce que ça a pu être dans les années 70, dites de la guerre froide. Ok. Après, je précise par rapport à l'Allemagne, j'utilisais le terme défense européenne, non pas parce que j'y étais favorable, mais parce que
On aurait pu éventuellement estimer que l'Allemagne présentait son effort militaire dans le cadre d'une défense européenne, et ce n'est pas le cas. C'est-à-dire qu'il parle bien d'être l'armée conventionnelle la plus importante en Europe, et je pense que c'est quelque chose qui devrait nous interroger, justement parce qu'il y a eu 150 ans d'histoire. Sophie Mette. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le rapporteur, je tiens d'abord à saluer la qualité de vos travaux qui mettent en évidence la montée des menaces protéiformes sur la base industrielle et technologique de défense et les efforts de l'État pour renforcer les outils pour y faire face. Toutefois, à la lecture de vos recommandations, je souhaiterais davantage de précisions sur la mise en œuvre concrète de certaines de ces orientations. Dans un premier temps, concernant les moyens budgétaires supplémentaires à allouer aux services de protection et de renseignement, vous évoquez des créations de postes et des moyens humains supplémentaires. Est-ce qu'un chiffrage précis a été réalisé? Sur quelle trajectoire budgétaire et quels crédits ces hausses pourraient-elles s'appuyer? Cela suppose-t-il des redéploiements internes ou envisagez-vous de nouveaux financements? Vous évoquez également une évolution vers des solutions souveraines pour le stockage des données. Cette recommandation soulève la question de la soutenabilité économique pour les PME. Dispose-t-on d'une évaluation des éventuels surcoûts qui pourraient être liés à ces exigences? Pourrait-il y avoir un mécanisme de soutien pour les accompagner? Pour finir, votre rapport insiste à juste titre sur la montée en puissance de la loi de blocage française, mais pointe la faiblesse des sanctions actuelles. Quelles sanctions seraient pertinentes? Savez-vous si une modification législative est d'ores et déjà en préparation? Je vous remercie. Merci beaucoup de ces questions. Concernant les engagements financiers qui pourraient être à engager pour répondre aux interpellations, non, ils ne sont pas chiffrés. Simplement, on a une idée des masses aujourd'hui, c'est-à-dire que quand on prend les services de renseignement ou même le CICE qui n'est pas dans le budget de la Défense, mais qui est rattaché à Bercy, à la Direction Générale des Entreprises, le CICE, c'est quelques dizaines de postes aujourd'hui. Donc, une croissance de 10 ou 20 postes, c'est déjà énorme et on sait qu'on est sur des chiffrages et des coûts qui sont assez faibles. Si on prend les services de renseignement dédiés à ces sujets-là, on est sur quelques centaines de postes. Donc là aussi, on n'est pas sur des masses d'une importance, je dirais, cruciale par rapport au budget de la Défense de plus de 50 milliards cette année. Par ailleurs, compte tenu du discours du président de la République le 13 juillet, il semble qu'une loi de programmation militaire rectificative arrive et je pense que ce sera l'occasion, justement, dans nos travaux à la Commission des Finances, mais également nos collègues à la Commission de la Défense, de préciser, compte tenu de l'évolution des menaces, quelles sont les évolutions, notamment puisqu'il s'agit de guerre économique et d'intelligence économique, quelles sont les évolutions, bien qu'aujourd'hui les services de renseignement sur la LPM actuelle soient ceux qui bénéficient de la plus grosse croissance en termes de budget. Sur la loi de 68, oui, effectivement, le maximum des pénalités aujourd'hui est un peu moins de 20 000 euros. Je crois que c'est 18 000 euros de mémoire. Donc, lorsqu'on évolue dans un environnement où on parle de millions d'euros, de dizaines, de centaines de millions d'euros, voire de milliards, il est évident que le rapport exposition au risque fait qu'on peut imaginer que c'est un peu faible. Donc elle a été renforcée et elle fonctionne aujourd'hui et il y a des jurisprudences qui font qu'aujourd'hui elle est écoutée et entendue par nos compétiteurs et qu'elle est mise en œuvre beaucoup plus souvent qu'elle n'a pu l'être dans le passé, depuis les années 2020. Mais je pense, c'est une des conclusions du rapport, qu'on pourrait se pencher sur le montant des pénalités lorsque l'on va jusqu'au judiciaire pour qu'on ajoute à l'efficacité du dispositif aujourd'hui, j'irais une crainte financière d'une ampleur conséquente. Bien, écoutez, chers collègues, on a fini l'examen de ce rapport. Je suis désolé du peu de présents. Je consulte la commission afin de savoir si elle autorise la publication. Je pense que Sophie Mette et moi serons d'accord. Hein, tout à fait. Donc, en application de l'article 146 alinéa 3 du règlement, il n'y a pas d'opposition. Je propose qu'il en soit ainsi décidé. On se retrouve à 16h pour l'audition de Mme Amélie de Montchalin. Merci, chers collègues. Merci, Monsieur le Président.